cette plaidoirie. En effet, je ne comprenais pas au premier abord ce que cela signifiait. Le 3 avril, à 19h43, j'ai reçu un message qui a fait déborder mes larmes d'incompréhension. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers publics et chers contradicteurs, bonjour. Une crampe au cerveau. Cela est possible, car quand vous avez affaire à un tel pléonasme, comment réagir? Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Autrement dit, doit-on cacher ce qu'on n'est pas capable, ce qu'on ne supporterait pas de voir? Reformulé sous, doit-on cacher ce qui devrait être caché? Inutile de vous dire que mon choix s'est porté rapidement. Je suis partie me frotter à mes 3 dernières années de lycée littéraire. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par-delà, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Tartuffe, de Molière. Acte 3, scène 2, si la référence ne vous sied point. Molière, ici demande par l'hypocrisie du personnage Tartuffe que la pudeur imposée par les autres est ridicule. Mais savez-vous que dans notre société actuellement, nous ne pouvons pas sortir habillés comme nous le voulons? J'ai d'ailleurs porté un décolleté cet été, sur le Havre. Je me baladais avec mon petit frère de 10 ans, quand une voiture s'est arrêtée et m'a dit « Tu devrais enlever ton t-shirt, salope ». Mon petit frère de 10 ans m'a regardé et m'a dit « Dorian, c'est quoi une salope ?» Le choc, je lui ai dit de garder ça pour lui, qu'il fallait pas le répéter, et j'ai mis un pull, avec 30 degrés dehors. Je serais d'abord tentée de vous dire que non, on ne doit pas cacher ce que l'on ne saurait voir. Mais je préférerais vous dire que j'opterais vers la sécurité avant la liberté. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? J'essaierai d'abord de vous définir le sujet, afin qu'il n'y ait de faille dans sa compréhension. Le sujet comprend le concept de devoir. Le devoir est une obligation précise et concrète. C'est ce à quoi on est tenu par respect de la loi, du règlement, de la raison ou encore de la morale. Mon contradicteur pourrait vous dire que si je vous cache quelque chose, alors je vous mens sur son identité. Mais pas du tout. Mieux vaut cacher que mentir. Selon Jean-Jacques Rousseau, mentir, c'est cacher une réalité que l'on doit démontrer. Or, on voit bien ici que cacher n'est pas mentir. Mentir, c'est affirmer une chose fausse ou en désaccord avec la réalité, alors que cacher est ne rien dire du tout. Ainsi, notre bon sens moral, notre devoir nous oblige à ne pas mentir, mais en aucun cas il décide de l'autorisation de cacher ou pas. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Au sein de nos sociétés, la question serait: qu'y a-t-il à cacher? Les hommes cachent les vérités qu'ils n'osent pas admettre. En effet, il se peut que je veuille dire une vérité, aux paroles blessantes ou aux conséquences graves. D'où vient l'expression « tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler ». Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Petite histoire, je suis en 1942. Mon meilleur ami est juif. Je ne supporterai pas de le voir se faire arrêter par les nazis. Quelle est ma réaction? Je vais le cacher. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Vous savez, Erasme disait à travers l'éloge de la folie qu'il valait mieux que les hommes sachent et soient malheureux que d'être ignorants mais heureux. Mais voyez-vous, la folie n'existe pas, ou du moins, pas réellement. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Si un homme possède une appelourde, c'est-à-dire une fausse pierre, qui a l'éclat d'une grande pierre de grande valeur, il sera malheureux qu'on lui dise que c'est une fausse pierre, une contrefaçon, alors que si on ne lui dit rien, si on lui cache, il n'aura pas lieu d'être malheureux. Dans l'Ecclésiaste 1.18, il est écrit « Celui qui augmente sa science augmente sa douleur ». Et par cela, je répondrai que oui, car on a beau acquérir des choses, il est bon d'apprendre. Mais cela revient à nous faire perdre toutes nos certitudes, surtout absolument tout. Aussi, Michel-Ange a peint une scène de nu sur le plafond de la voûte de la chapelle Sixtine. Sur ces nus, il a placé la tête des archevêques. À sa mort, les papes suivants ont recouvert les corps nus avec des pagnes. Des pagnes pour cacher la nudité. Ici, je serais tentée de vous dire que c'est mettre un frein à la liberté d'expression. Mais pas du tout.
Ici, il n'est pas question de liberté d'expression, mais question de pudeur et de respect envers les autres. Ensuite, Sartre disait que la liberté était un effort à faire. Ainsi, il y a certaines choses que nous devons prendre en charge par nous-mêmes. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Certaines personnes cachent leur tristesse, leurs sentiments, à travers des sourires, à travers un faux masque. Car pour l'avoir vécu, quand la tristesse est trop grande, elle est insupportable pour nous et insupportable pour les autres. Et ainsi, nous ne pouvons pas tout dévoiler. Nous devons cacher pour protéger. Cesare Pavese disait « Mais voici le plus atroce. L'art de la vie consiste à cacher aux personnes les plus chères la joie que l'on a à être avec elles, sinon on les perd. » En effet, il y a des choses que nous devons cacher, car comme le disait Machiavel, que pour être efficace, il faut cacher ses intentions. C'est-à-dire, je peux vous montrer le commencement et la finalité de quelque chose, mais pas besoin de voir les détails. Parfois, il vaut mieux que vous ne voyez pas tout ce qu'il se passe entre deux. C'est-à-dire, pour illustrer, pas besoin de savoir de quelle manière vous avez été conçu. Ce qui importe, c'est la finalité. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Honnêtement, j'ai l'habitude de me cacher de mes comptes bancaires, pour ne pas voir que mes fins de mois difficiles commencent le 5. Si j'étais au courant justement, je serais constamment dans le stress, dans la crainte au quotidien. Le stress, doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? La gestion du stress est un principe même à l'éloquence. Si je n'avais jamais su comment gérer mon stress, peut-être que je n'aurais pas passé les qualifications. Ainsi, je ne serais pas là, à vous parler face à face, les yeux dans les yeux. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Montaigne disait, je cite, « Les dames couvrent leur sein d'une résille, les prêtres cachent beaucoup de choses sacrées, les peintres mettent des ombres dans leurs tableaux pour donner plus d'éclat. Et l'on dit que les effets du soleil et du vent sont plus pénibles à supporter quand ils sont indirects. » L'Égyptien fit une sage réponse à celui qui lui demandait « Que portes-tu là, caché sous ton manteau ?»« Si je le cache, c'est pour que tu ne saches pas ce que c'est. » Mais il y a certaines choses que l'on ne cache que pour mieux les montrer. En effet, cacher suscite un intérêt plus fort parmi les vrais intéressés. Et une personne intéressée prendra seule l'initiative de vouloir découvrir ce qu'on lui cache. Car quand on cache aux hommes quelque chose, ils veulent savoir, ils veulent découvrir. Ainsi, il y a des choses que l'on cache pour mieux les montrer, pour que les gens fassent l'effort. Comme je le disais avant, Sartre disait « La liberté est un effort à faire ». Faussaire disait « Pour cacher la vérité, il faut la rendre grotesque. » Ainsi, nous cachons certaines vérités à travers des caricatures, ou encore des satires, comme Rhinocéros de Ionesco, ou encore des chansons, comme Banana Split de Lio, qui jadis a détruit mon innocence. De même pour les contes de Perrault, qui cachent tout un aspect sexuel et interdit à travers des contes pour enfants, que nos parents nous lisaient, enfin pour ma part. Heureusement qu'on ne lisait pas les contes des frères Grimm, qui sont bien plus crus. Ensuite, avez-vous déjà entendu parler de la zone 51? Cette zone, aux États-Unis, où les gens n'ont de renseignements que le nom. Plus elle est cachée, plus elle est mystérieuse, et plus elle suscite votre intérêt. Pour conclure, à mesure que ma plaidoirie se finissait, je me retrouvais comme un éléphant aveugle et sans défense, avançant sans y voir. Car à travers mes anecdotes, je vous racontais des histoires, tout en cachant certaines choses pour vous protéger, pour me protéger et pour mieux vous les montrer. Et s'il n'y a de vérité que celle que vous voulez entendre, alors l'on doit cacher ce que l'on ne saurait voir. De toute manière, il y a une chose que nous pouvons cacher, l'histoire. L'histoire se révèle d'elle-même, il n'y a pas besoin de la cacher. Savez-vous quelle est la chose que vous devez absolument cacher pour vous protéger et mieux voir ce qu'il se passe autour? Le soleil. Vous ne pouvez pas regarder le soleil dans les yeux. Vous devez le cacher. Et vous le cachez avec votre main pour mieux voir ce qu'il se passe autour.
Et d'ailleurs, si l'on doit cacher ce que l'on ne saurait voir, comment le cacher? La parole. La parole est l'arme la plus redoutable. Elle permet de tromper, de cacher, de démontrer, de prouver et parfois de convaincre. Et si aujourd'hui je ne vous ai pas convaincu, ne serait-ce qu'un peu sur le fait que l'on doit cacher ce que l'on ne saurait voir, eh bien je vous dirai tant pis tant pax. Car, en cachant certaines choses, j'aurais pu au moins préserver le bonheur de certains. Merci. Monsieur le Président du jury, Madame, Messieurs, les membres du jury, cher public et chères contradictrices. On m'a demandé de dialoguer avec vous du sujet suivant. Doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Eh bien, je ne crois pas qu'il le faille, et je vais essayer maintenant de vous en convaincre. Premièrement, je parlerai d'un côté plus médical. Étudiant en médecine, c'est ma spécialité. Puis, je vous parlerai d'un pan philosophique, et peut-être à la fin parlerai-je d'art. Médicalement, lorsque l'on ne saurait voir, on est atteint d'une maladie qui s'appelle la cécité. On est aveugle. Pourquoi alors s'embêter à cacher quelque chose face à un aveugle? Et pour lui-même, pourquoi devrait-il s'embêter à mettre sa main s'il ne voit rien? Alors, après ce premier argument en béton, eh bien, je dois vous avouer que je dois quand même bien continuer ma plaidoirie et j'entreprends alors de vous montrer philosophiquement que non, nous ne devons pas cacher ce que l'on ne saurait voir. Ce que l'on ne sait voir, ce que l'on ne saurait voir, du verbe savoir, dans un premier temps, puis voir. Le verbe savoir est ici au conditionnel. Il y a une supposition. Lorsque l'on ne saurait voir, on suppose que l'on n'en est pas capable. Ou alors, on feint de supposer qu'on n'en est pas capable. Et c'est ce que fait Tartuffe dans cette œuvre de Molière. Cacher ce sein que je ne saurais voir, alors qu'il en voit tout le temps. Premièrement, ça n'est pas poli face à cette dame qui offre son corps. Ne pas vouloir la regarder, c'est bien la mépriser. Ainsi, cacher ce que l'on ne saurait voir, c'est s'enfermer dans sa crainte. C'est s'enfermer dans ses opinions. C'est refuser, avec sa main, que le monde vienne à nous et qu'il nous influence. C'est être égoïste parce que c'est rester dans ses acquis, rester dans son mépris, penser à soi avant de regarder les autres. C'est donc la facilité. C'est se dédouaner de toute réflexion. Cela nous amène donc, lorsque l'on cache ce que l'on ne saurait voir, lorsque l'on cache ce que l'on n'admet pas, cela nous amène à des certitudes. Nous avons cette certitude que c'est mauvais, mais cette certitude se voit désincarnée. Désincarnée parce qu'on la cache. Il n'y a pas de réalité. Et une certitude désincarnée mène forcément à l'idéologie. L'idéologie, ce système où les idées sont arrêtées, où les idées sont prédéfinies, où aucune réflexion ne jaillit. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Je suis donc étudiant en médecine et nous avons dans notre cursus des dissections sur des cadavres. Alors ce sont des cadavres entiers de personnes qui ont donné leur corps à la science et nous découpons un thorax,
un abdomen. Et lors de ma première dissection, j'avais cette peur de voir le visage de cette dame morte, voir l'empreinte de son âme sur les traits de son corps. Je ne saurais le voir. Eh bien, après avoir fait l'atelier, et je vous rassure, le visage était masqué, je me suis fait cette réflexion. Mais, oui, j'avais peur de voir cette dame parce que son visage m'aurait rappelé qu'elle était humaine. Mais alors qu'il était caché, alors qu'on cachait ce visage pour ne pas que nous prenions peur, pour ne pas que nous soyons envahis par nos émotions, elle avait perdu toute son humanité. Ce don qu'elle avait fait de son corps, de sa chair, à la science pour que nous, jeunes étudiants, puissions apprendre, elle n'était pas honorée. Et lorsque une de mes futures consoeurs prend son cœur et me le lance comme un ballon, je me suis dit, mais si l'on n'avait pas caché son visage, on aurait peut-être retrouvé son humanité. Alors non, ne cachons pas ce que de prime abord nous ne saurions voir. Lorsque l'on écarte sa main, lorsque l'on ouvre ses yeux, alors là, maintenant, la réalité surgit. Cette réalité peut être violente, ça peut être du sang. Elle peut provoquer chez nous de la colère, elle peut provoquer chez nous du dégoût, elle peut provoquer chez nous du désir. Et donc, vous l'aurez compris, quelques sentiments. Eh bien, je crois fermement que ces sentiments sont le moteur de notre réflexion. Si l'on cache par notre main, aucun sentiment ne naît. Notre réflexion est morte et notre pensée ne prend pas naissance. Alors, ces sentiments qui nous viennent lorsque l'on voit par nos sens nous permettent l'apprentissage des autres, l'ouverture aux autres, les voir dans leur singularité, affronter la réalité, même si elle est difficile, incontrôlable, parce que cacher, c'est la nier. Appréhender la liberté de chacun d'être, leur liberté physique, leur liberté morale, leur liberté intellectuelle. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec eux, mais c'est parce que vous les regarderez, c'est parce que vous les verrez que vous pourrez faire en vous votre jugement. Si oui ou non, j'accepte. Ne soyons pas esclaves des mœurs. Le bébé, lorsqu'il est tout petit, regarde tout. Il n'a pas d'a priori. Et par l'apprentissage, par ce que la société nous donne, alors viennent les a priori. Et alors là, nous prenons notre main et dans un élan, la mettons devant nos yeux. Je vous parlerai maintenant de deux exemples. L'exemple premier, ce sont les tabous. Cacher cette religion que je ne saurais voir. Cacher ce poids que je ne saurais voir. Cacher, et d'ailleurs en France c'est le cas souvent, cette richesse que je ne saurais voir. Eh bien pourquoi? Parce que l'on voudrait mettre une normalité, parce que l'on voudrait une société égalitaire où tout le monde se ressemble, et si elle se ressemble, serait-elle harmonieuse? Nous idéalisons en cachant, nous idéalisons la perfection. Et ce deuxième exemple résonne ici, le handicap. Lorsque l'on détourne le regard, cache tes yeux, Baptiste. C'est un handicapé, ne le dévisage pas. On nie la réalité de ce qu'il est. Ne croyez pas que les personnes handicapées refusent totalement leur part d'infirmité. Non, c'est une part d'eux-mêmes. Acceptons-le en entier. Maintenant, j'aimerais vous parler d'art.
L'art, c'est le moyen subtil de se montrer ce que l'on ne saurait voir. Et je vais vous proposer 2 œuvres. Le Plug Sapin. Le Plug Sapin, vous connaissez peut-être, c'est une œuvre qui était exposée sur la place Vendôme, qui est donc un plug. Et le Vagin de la Reine. Le Vagin de la Reine, cette œuvre dans les châteaux de Versailles. Combien de gens s'offusquent parce qu'ils sont en société, parce qu'ils sont regardés par les autres? Combien s'offusquent de ces œuvres, cachées ce plug que je ne saurais voir? Et le soir, alors qu'ils sont seuls, parcourent les sites pornographiques par quelques clics. Parce que l'on ne cesse de cacher, on laisse place au puritanisme. Parce que on ne peut cacher les mots, j'aimerais qu'un jour, on ne cache plus ce qui ne se porte à nos yeux. Je vous remercie. Bien, alors écoutez, je vais donc commencer si personne ne veut prendre la parole avant moi. Monsieur, comme vous êtes encore présent, vous partez, mais vous revenez certainement. Voilà. J'avais une question quand je vous ai entendu. Vous avez abordé le handicap. Est-ce à dire que, à travers votre exemple, vous avez l'air de dire qu'il ne faut pas cacher le handicap, certes, comment vous le voyez par rapport, enfin comment vous le reliez au sujet? Alors j'ai peut-être sauté un stade, mais voilà, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous situez le handicap à travers le sujet qui vous était posé? Alors le sujet qui a été posé était: doit-on cacher ce que l'on ne saurait voir? Je considère que, et ça peut se voir factuellement, que dans la société d'aujourd'hui, une personne atteinte d'un handicap, eh bien, peut être discriminée. Par cette discrimination, et souvent cela se voit, on la met de côté. On dit à nos petits-enfants: ne regarde pas, cache tes yeux, détourne le regard. Ne dévisage pas cette personne en fauteuil roulant parce qu'elle pourrait se sentir discriminée. Et je la relie au sujet, évidemment, puisque de prime abord, comme c'est une infirmité, et dans la société, c'est factuel, on ne saurait voir le handicap, on ne saurait voir le malheur des autres. Et moi je dis, eh bien non, ne cachons pas cela, écartons notre main, regardons ces personnes comme nous regardons tout le monde dans le train. J'ai été tout à l'heure, eh bien figurez-vous que je dévisage tout le monde. Je regarde tout le monde et je me pose des questions sur eux. Tiens, il est habillé comme ça, tiens, elle a acheté une demi-douzaine d'œufs, pourquoi 6, pas 12? Et eh bien, ces personnes handicapées, je suis affirmatif, ne détournons pas notre regard. Regardons-les, regardons aussi leur handicap, parce que c'est la réalité. Et pour avoir des certitudes, pour avoir une réflexion, nous nous devons d'appréhender la réalité comme elle est. Et donc regardons ces gens comme nous regardons les autres et arrêtons de dire « ne le regarde pas ». Permettez-moi d'intervenir. Si l'on doit cacher ce que l'on ne saurait voir, en parlant des handicapés, cela affirme, cela présente que vous affirmez que l'on ne saurait pas voir les handicapés. Le simple fait d'affirmer qu'on ne pourrait pas voir les handicapés les met dans une case. Je suis complètement contre. Je suis désolée, on ne peut pas mettre une personne dans une case. Vous pouvez très bien regarder combien d'eux ont la madame devant vous dans le train. Mais on ne peut pas mettre les gens dans des cases, parce que peut-être que vous aussi vous êtes mis dans des cases. Vous êtes toujours l'autre de quelqu'un. Si je peux me permettre de répondre, ce sera très court.
Non, normalement c'est plutôt le jury qui pose les questions. Voilà, un petit peu d'ordre. Hein. Merci. Vous et les autres candidats, c'est quand même nous qui avons la main. Hein. Donc voilà, surtout que j'avais une question pour vous aussi, mademoiselle. En tant qu'universitaire et avocate, quand vous me dites sécurité avant liberté, c'est quelque chose qui me heurte profondément. Voilà, donc je vous demande de réagir. Oui, alors j'utilise sécurité avant liberté. J'ai eu un débat récemment avec mon père et je lui ai dit que je préférais ma liberté avant ma sécurité. Et mon papa m'a répondu, eh bien moi je ne suis pas d'accord. Je préférerais protéger mes enfants et être enfermée. Je préférerais que tout le monde soit sain et sauf avant d'être libre. Car on a toujours besoin d'être sain et sauf avant d'être libre. Et je réagirais à cela par la sécurité avant la liberté. Dans le cas où je me suis trouvée, dans la position dans laquelle je me suis trouvée au Havre cet été, c'était très délicat. Mon petit frère, je pouvais très bien lui expliquer, je pouvais très bien me dire « je suis libre d'être comme je veux ». Mais je me suis déjà fait suivre. J'ai déjà vécu des choses semblables. Et j'ai peur, et je l'affirme, et je préfère être d'abord saine et sauf qu'être libre. Alors j'ai une question pour Dorian et une autre aussi pour Alexandre. Marche? Alors ça marche normalement, parfait. Alors Dorian, il me semble que vous avez dit, à la fin de votre plaidoirie, l'histoire se révèle d'elle-même, il n'y a pas besoin de la cacher. Exactement. Eh bien, je suis étonnée, car il y a des civilisations orales, par exemple, qui laissent extrêmement peu de traces, dont l'histoire est extrêmement problématique à restituer, que par ailleurs, plus on recule dans le temps, moins on a de traces historiques. En quoi l'histoire se révèle d'elle-même, et du coup, quel serait le travail de l'historien? Alors, le travail de l'historien est de rassembler l'histoire sans porter de jugement, tout d'abord. Ensuite, l'histoire se révèle d'elle-même. Avez-vous entendu parler récemment des ossements qui ont été découverts qui affirment qu'il y a eu une espèce humaine autre que celle qu'on connaissait? Je pense que l'histoire se révèle d'elle-même parce que, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on perd ces traces, comme vous l'avez dit. Mais par des écrits, par des traditions orales aussi, car il n'y avait pas d'écrits avant, il y avait beaucoup de traditions orales, l'histoire se perpétue. Mais elle se révèle aussi d'elle-même dans le sens où la nature fait remonter des choses, la nature fait découvrir. Et je pense que l'histoire, dans le cadre de ma plaidoirie, quand j'ai dit que l'histoire se révélait d'elle-même, je parlais qu'il ne fallait pas cacher les choses historiques, qu'il ne fallait pas cacher les faits. Je parlais qu'il faut que l'on approuve et que l'on assume. Et le travail de l'historien ici est de démontrer ça. Oui. Bon. L'histoire des enfants, par exemple, l'histoire des sentiments, laisse, que ce soit même à l'époque contemporaine, très peu de traces. Mais non, je vous remercie de votre réponse. Et pour Alexandre, ça serait plutôt sur votre exemple artistique concernant le vagin de la reine à Versailles. Et vous dites que ça, si j'ai bien compris, que ça a choqué une partie du public qui ne voulait pas voir représenter cette forme artistique. Alors, à ma connaissance, il y a quand même eu des critiques d'un autre ordre. C'est notamment la laideur, aux yeux de certains, hein, le surdimensionnement d'une œuvre qui n'avait pas du tout des formes en rapport avec un jardin classique à la française, et puis son coût aussi. Donc, pensez-vous que ce soit vraiment, parce qu'on ne voulait pas la voir par pudeur, parce que c'était censé représenter une partie intime de la reine, ou il n'y avait pas d'autres raisons? Alors bien sûr qu'il y a toujours d'autres raisons, ce n'est jamais blanc ou noir. Alors oui, un coût élevé,
c'est une œuvre avec des dimensions immenses. Je ne sais pas si vous connaissez cette œuvre, mais par ailleurs, pour connaître quelque peu l'anatomie, ça ressemble plus à un énorme trombone qu'à un vagin. Mais, cela dit, je crois que il y a tout de même une critique vive du fait que l'on appelle cela vagin de la reine. Alors, on ne peut pas faire l'expérience inverse, c'est-à-dire si on avait appelé cela le trombone grandiloquent, peut-être y aurait-il eu moins de critiques. Et je crois que l'artiste anglaise qui a fait cette œuvre, son réel but, et parce que c'est une œuvre d'art, donc il y a quelque part un message à faire passer, c'est de finalement ne pas mettre la reine si haut sur son piédestal, c'est-à-dire que la reine était une humaine comme nous, et c'est très français de croire que nous sommes tous égaux, et que la reine était finalement une femme comme les autres, avec un vagin, ma foi, assez grand. Bon, merci. Oui, moi j'ai également deux questions, une pour Alexandre d'abord, et ensuite une pour Doriane. Pour Alexandre, vous avez opposé assez curieusement idéologie à réflexion, comme si les pionniers, les pères des grandes idéologies qui ont marqué le monde seraient dépourvus de toute réflexion. Je pense à Tocqueville, je pense à Marx, je pense à Mao Tse-tung. Voilà des idéologies, des pères de certaines idéologies qui ont marqué le monde. Et pourquoi vous les opposez à toute réflexion? Alors, pour vous répondre, pour moi, l'idéologie a son enracinement dans la réflexion. Elle s'enracine dans la réflexion puisque c'est par la pensée, c'est par les mots, par la naissance de notre pensée que l'on établit une réflexion. Ensuite, cette réflexion, elle peut être alimentée ou non par la réalité, par l'incarnement des choses qui arrivent à nos sens. Et mon point, et que j'ai défendu, c'est que à partir du moment où il y a une désincarnation de ce que l'on voit, de nos certitudes, alors on transforme cette réflexion en une idéologie. Et j'affirme toujours que je mets une grande frontière entre la réflexion qui est réflexion pure et l'idéologie. Parce que l'idéologie, lorsqu'on marche dans l'idéologie, on marche dans un chemin tracé. On ne fait pas souvent, la plupart du temps, on ne fait pas marche arrière. On est dans son idéologie, on va jusqu'au bout et on défend ce que l'on pense. La réflexion, elle, est beaucoup plus ambivalente. La réflexion nous permet de faire des tours sur nous-mêmes, de nous accroupir, de sauter, de revenir en arrière, de douter. Je vous remercie. Merci. Et pour Doriane, alors vous avez esquissé la difficulté du voile. Dans une société démocratique et tolérante, idéale, comment gérer finalement, sur la question du voile, femmes voilées, comment gérer le cacher et le voir? Au niveau du voile, tout d'abord, je n'ai pas parlé du voile pendant ma plaidoirie, car ne le portant pas, je n'ai aucune connaissance exacte sur le sujet, donc je ne voulais absolument pas en parler. Ensuite, donc du coup le voile, certaines femmes le portent pour se cacher du regard des hommes, certaines le portent parce qu'il est dit dans le Coran que les femmes ne doivent pas montrer leur peau et leurs cheveux. Alors, le voile, en quelque sorte, démontre une société, démontre comment celles qui portent le voile, comment la religion démontre, c'est pas du tout ça, comment la religion amène les gens à agir. C'est-à-dire que les chrétiens portent une croix. Les musulmans portent le voile. Les femmes musulmanes. Et ainsi, c'est comme un problème de société, je pense, comme un problème au sein de la religion, dans mon sens, à mon avis. Je pense que le port du voile
permet de se cacher, mais aussi, pas dans son premier sens, de démontrer. Bon, déjà, je vous félicite pour la qualité de vos plaidoiries. Et donc, j'ai une question pour chacun d'entre vous. Je vais commencer par Dorian, et avec cette question, est-ce que pour vous cacher, c'est céder, en fait? Cacher, c'est céder? C'est céder. Est-ce que cacher, c'est céder face aux critiques? Non, je pense que cacher, c'est affronter. Je pense que c'est pour ça que je l'ai dit dans ma plaidoirie aussi beaucoup, c'est qu'on ne cache pas que pour s'éloigner, on cache aussi pour montrer, on prouve les choses à partir du fait de cacher. Et je pense que ce n'est pas céder en soi, je pense que c'est plutôt affirmer quelque chose. C'est affirmer, c'est mettre la possibilité aux autres de venir le découvrir d'eux-mêmes, de venir chercher ce qu'ils veulent savoir, exactement ce que veulent savoir. Je ne pense pas que cacher, c'est céder face à quelque chose. Je pense justement que c'est... On ne subit pas quand on cache, mais on agit plutôt. Et quand il nous est caché quelque chose, on doit agir parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Merci. Et pour Alexandre, alors je voulais vous demander votre avis sur le naturisme. Et puis vous avez dit qu'il ne fallait pas se soucier des mœurs et des tabous. Donc je voulais vous demander votre avis sur l'exhibitionnisme. Alors, premièrement, le naturisme. Eh bien, sachez, mesdames, messieurs, chers du jury, que je suis un adepte, bien sûr, du naturisme. Pourquoi devrions-nous toujours nous habiller? Pourquoi ne pas gambader dans les prés? Pourquoi rester dans notre sueur? Et d'ailleurs, si je n'avais pas mis 14 minutes à faire mon nœud de cravate ce matin, je me serais déshabillé devant vous. Parce qu'on ne doit pas cacher ce que l'on ne saurait voir, bien sûr. Le naturisme, c'est une liberté. C'est une liberté déjà pour nous-mêmes, puisque, je viens de le dire, il y a un certain confort. Ensuite, l'exhibitionnisme, c'est un petit peu différent. C'est le fait de se montrer aux autres. Et alors, se montrer aux autres, c'est être actif. Être actif, c'est-à-dire que je vais m'avancer dans la rue, enlever mes vêtements pour montrer mon corps nu aux autres. Et ça n'est pas un mode de vie comme le naturisme. Eh bien, je fais la réelle différence entre montrer et ne pas cacher. Lorsque je montre, je suis actif. Lorsque je ne cache pas, je suis passif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Nous allons passer de la théorie aux actes. Tout d'abord une petite histoire qui remonte à l'époque de Sparte. Un jeune garçon a volé un renard. Il a volé un renard, il n'avait pas le droit de le faire, bien sûr, et pour ne pas être pris, il l'a caché sous sa tunique. Le renard lui a dévoré le foie et il est mort. Alors ma question à tous les deux est la suivante. A-t-il eu raison? De cacher le renard? A-t-il eu raison de cacher le renard? A-t-il eu raison? De cacher le renard? Bien sûr. Sinon... Pour quelle raison a-t-il fait ça? Ma première grande question est pour quelle raison a-t-il voulu cacher un renard sous son t-shirt? Premièrement, car... non. Pour ma part, il n'a pas eu raison. Après, chacun a ses raisons. Hein. Chacun a ses raisons que la raison ignore. Mais, je tiens à préciser que non, je ne pense pas qu'il ait eu raison de cacher un renard. Il y a toute manière de cacher un renard que sous son t-shirt. Après, son acte doit être assumé par lui-même. S'il est dévoré, il est dévoré. Mais c'est son acte qui l'a fait, qui lui a permis ça. Eh bien, moi, je considère, parce que l'on ne doit pas cacher ce que l'on saurait voir, qu'il n'aurait donc dû pas le cacher.
Il n'aurait pas dû le cacher et le mettre sous sa veste, premièrement, puisqu'il en est mort. Alors, c'est un petit peu dommage. Deuxièmement, aujourd'hui, pourrait-on le faire? Vous allez me dire, eh bien, savez-vous qu'il y a des centaines et des centaines de gens sur le registre des greffes de foie, et qu'il y en a bien assez, et je crois que les médecins sont assez occupés, et je ne pense pas qu'il faille cacher un renard sous sa veste pour avoir encore une histoire croustillante à raconter en soirée que l'on a vue aux urgences. Je vous remercie. Mademoiselle, vous avez dit à un moment, mieux vaut cacher que mentir. Que diriez-vous du mensonge par omission? Du mensonge? Du mensonge par omission. Par omission? Ça vous dérangerait de définir omission pour moi, s'il vous plaît? Mais disons que, en fait, on ne dit pas les choses, mais finalement, ça revient à cacher, à mentir. Alors, donc dire que le mensonge par omission, c'est mentir. Déjà, premièrement, pourquoi appelle-t-on ça mensonge? Du moment où nous n'affirmons pas quelque chose, du moment où nous ne prouvons pas quelque chose de faux ou en contraire avec la réalité, nous ne mentons pas. C'est-à-dire que je peux très bien vous mentir sur ce qu'il se passe dans ma vie, et si je ne vous dis rien, je ne vous mens pas. Si je vous cache quelque chose, je ne vous mens pas. Le mensonge par omission, je pense que c'est une appellation que les gens donnaient parce qu'ils estimaient que le mensonge pouvait ne pas être dit, ne pas être écrit. Le mensonge peut être écrit, mais c'est affirmer une réalité fausse. Et je suis... Honnêtement, pour ne pas connaître le terme mensonge par omission, je pense que ce n'est pas possible. On ne peut pas mentir en oubliant. On ne peut pas mentir en ne disant rien. Merci. Alexandre, il a été affirmé à un moment, alors pas dans votre plaidoirie mais dans l'autre, que mieux vaut être ignorant et heureux. Celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Que diriez-vous de ça? Eh bien, je ne suis pas d'accord, pas le moindre du monde avec cela. Mieux vaut être ignorant que d'être heureux. Quand je le dis, il n'y a aucune vague, c'est bien plat. Nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence dans notre pensée, nous devons nous faire violence dans notre réflexion pour grandir et apparaître aux autres différemment. L'ignorance, finalement, c'est être passif, c'est laisser tout passer. L'ignorance, c'est rester caché dans le noir. Alors peut-être que par le savoir, l'on aura des difficultés. Peut-être que par le savoir, on aura mal. Mais quelle douleur! La plus grande des douleurs, c'est finalement de savoir que l'on ne sait pas. Savoir que l'on ignore, c'est la plus grande des douleurs. Mais elle n'est permise que si l'on sait que l'on ne sait pas. Alors, le savoir est dur et difficile. Mais le savoir est notre seul salut. Être heureux, c'est à définir. Je peux être heureux en m'asseyant ici, en regardant ces petites lumières bleues que je n'ai pas encore fini de compter. Mais je serai encore plus heureux lorsque je saurai comment je fonctionne, lorsque je saurai comment la société fonctionne, si je le sais un jour. Lorsque j'ai la vérité, le savoir non pas en but, mais comme horizon.